Bonjour, je suis le professeur Olivier Mimose. Je travaille au CHU de Poitiers et je suis le directeur adjoint de l'équipe INSERM U10-70, pharmacologie des agents anti-infectieux. Et je vais vous montrer mon projet interrégional obtenu en 2007 et qui s'intitulait Étude pharmacocinétique du colistimétate et de la colistine après administration intraveineuse de colistimétate chez le volontaire simple, étude dite pharmacolis, et dont le budget obtenu était de 47 000 €. Alors pourquoi cette étude? Tout simplement parce que la colistine est l'un des plus vieilles antibiotiques commercialisés dès les années 50 et qui appartient à la famille des polymyxines. Afin d'améliorer sa tolérance, cet antibiotique est administré sous forme d'une prodrogue que l'on appelle le colistimétate. Et ce colistimétate, dans l'organisme, va être modifié en différentes molécules, hydrolysé en différentes molécules pour arriver à produire de la colistine, qui est la molécule la plus active. Malheureusement, à l'époque, les outils disponibles ne permettaient pas de bien connaître la pharmacogénétique de cette molécule et l'évolution des différents métabolites, ce qui, en fait, a conduit à un mésusage, et ce mésusage a très rapidement conduit à de la toxicité chez le patient et donc à un délaissement de cet antibiotique, surtout avec l'apparition des antibiotiques beaucoup mieux tolérés comme les pénicillines. Et c'est vrai qu'à la fin des années 90, avec l'apparition des résistances, notamment chez les bacilles à gram négatifs, on s'est rendu compte que la colistine était souvent le seul antibiotique qui restait encore efficace, et donc cette molécule est réapparue et est de nouveau utilisée. Et on a donc eu besoin d'avoir des données pharmacocinétiques pour mieux utiliser cet antibiotique chez le patient. Ainsi, nous avons donc été les premiers à étudier chez le volontaire sain la pharmacocinétique, non seulement du colistimétate, donc de la prodrogue, mais également de l'un de ces métabolites, la colistine, qui est donc la forme active et donc efficace chez le patient. Et cette étude pharmacocinétique a été rendue utile grâce au progrès et à l'expertise de l'équipe INSERM U10-70 qui dispose non seulement d'outils pour être capable de doser l'ensemble des métabolites, mais également de faire l'analyse de ces profils cinétiques et d'expliquer comment l'un apparaît par rapport à l'autre. Ces résultats ont été publiés dès les années 2011 dans le journal Clinical Pharmacology and Therapeutics, qui est le premier journal de pharmacologie clinique dont l'impact factor est supérieur à 6. Mais ce travail a également permis de modifier l'AMM du laboratoire pour cette molécule, puisque nous avons démontré que, à la différence de ce qui était à l'époque écrit dans l'AMM, la colistine n'est pas éliminée par voie rénale, mais est éliminée essentiellement par voie non rénale. Enfin, cette étude a également permis de supporter une demande de PHRC nationale, également de quelques financements industriels, qui nous a permis non seulement de poursuivre nos travaux, mais cette fois chez les patients de réanimation, qui sont les principaux utilisateurs de cet antibiotique. Et comme vous le voyez ici, depuis, nous avons été capables de publier 5 travaux, princeps, dans des journaux de pharmacologie de référence. Alors, si je devais donner des conseils à mes collègues qui souhaiteraient obtenir des financements et monter ce projet, d'abord, je crois qu'il faudrait rappeler qu'il est important de bien réfléchir, d'identifier une bonne idée, car c'est vraiment de là qui est le plus important, c'est qu'est-ce que je devais faire, comment je veux le démontrer, quels sont les critères de jugement. Ça, c'est l'élément essentiel. Ensuite, il faut de la patience, parce qu'un projet, c'est long à monter. Il faut vraiment bien, c'est comme un bon vin. Il faut y réfléchir, il faut vraiment trouver les bons arguments. Il faut ensuite être patient, car les démarches sont longues. L'inclusion des patients, c'est aussi beaucoup de travail. Et enfin, l'écriture du papier l'est également. Il faut de la persévérance, parce que parfois, on n'y arrive pas du premier coup. Il faut taper sur plusieurs portes. Il faut savoir avoir des arguments pour monter son projet, aller jusqu'au bout. Et puis enfin, il faut également, comme nous, avoir une petite dose de chance, parce que parfois, on tombe sur une idée qui est géniale et comme vous avez pu le voir, on peut être capable ensuite de mener un certain nombre de travaux qui vont réellement changer la pratique et améliorer la qualité de soins de nos patients. Je vous remercie pour votre attention.